par l'Assemblée nationale le 11 mars 2026, la loi modifiant l'article 319 du Code pénal marque un durcissement sans précédent des sanctions liées aux actes qualifiés d'actes contre nature. Le nouveau dispositif légal définit désormais clairement ces infractions. Tout acte sexuel ou acte à caractère sexuel entre personnes de même sexe, mais aussi tout acte commis sur un cadavre humain ou sur un animal. Ainsi, la sanction pénale varie entre 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Tout contrevenant s'expose à des amendes particulièrement dissuasives, comprises entre 2 et 10 millions de francs CFA, en plus des peines déjà prévues en cas de viol ou de pédophilie. Le texte se veut encore plus ferme lorsque les faits concernent un mineur. Dans ce cas, la peine maximale devient obligatoire. Le juge ne pourra ni accorder de sursis ni réduire la peine d'emprisonnement en dessous du seuil minimal fixé par la loi, traduisant la volonté du législateur d'écarter toute indulgence judiciaire. Autre tournant notable, la pénalisation de l'apologie. Toute représentation publique, discours, écrit, image, geste ou support sonore visant à promouvoir ces pratiques est désormais réprimée par la loi. Pour ces promoteurs, cette réforme répond à une exigence de fermeté exprimée par une large frange de la société et vise à renforcer l'arsenal juridique ainsi que la protection des valeurs sociales. Une décision forte qui, selon ses défenseurs, consacre un message clair. L'État entend faire prévaloir l'ordre moral et juridique afin que, disent-ils, la population sénégalaise puisse désormais dormir tranquille. Nous parlons toujours de cette promulgation de la nouvelle loi durcissant les sanctions liées aux actes dits contre nature, adoptée par l'Assemblée nationale et publiée dans le journal officiel. Ce texte marque un tournant juridique majeur avec un élargissement des infractions et une pénalisation renforcée, y compris de leur promotion. Une décision saluée par Imam Ababakar Silla. Il est le coordonnateur de Andesam Djikoyi. Il y voit l'aboutissement du processus et se félicite même de la décision des autorités. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Bainongo Fall. Nous avons été informés que le président a finalement promulgué la loi et qu'elle est publiée dans le journal officiel. Cela signifie que nous sommes arrivés au terme du processus. Tout contrevenant lié à l'homosexualité devra désormais faire face à la justice. La loi a durci les sanctions contre tous les actes contre nature. Toute personne enfreignant ces interdits n'aura que deux choix, se repentir ou quitter le pays, et nous prions pour que ce soit le repentir. Nous remercions le président de la République et sommes très fiers de cette décision. Ces derniers jours, tout le monde se demandait quand la loi serait promulguée. Nous rendons grâce à Dieu pour sa publication dans le journal officiel. Toute personne arrêtée aujourd'hui ou demain devra être jugée conformément à la loi. Nous remercions également le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko pour leur engagement. Nous saluons aussi l'Assemblée nationale qui a voté cette loi ainsi que tous les Sénégalais. 7h est passée de 17 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média, ici à Thiès. Et puis, dans le cadre du New Deal technologique, Dakar Dem Dikk modernise ses services avec l'appui du numérique. En visite sur place, le ministre de la Communication et des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, a constaté les avancées, notamment la mise en place d'un centre de supervision à Dakar. C'est pour renforcer la sécurité des usagers. Et ces innovations sont appelées à s'étendre à d'autres secteurs visant à faciliter l'accès aux services publics. Les détails avec Silla Béatrice Ndione. Dans le cadre de la mise en place du New Deal technologique, le secteur des transports connaît des avancées significatives illustrées par les innovations introduites au sein de la société Dakar Dem Dikk. Cette dynamique vise à améliorer la qualité du service public et à intégrer les outils numériques dans la gestion des transports urbains. C'est dans ce contexte que le ministre de la Communication, Aliou Sall, a effectué une visite dans les locaux de l'entreprise. À travers le Smart Bus que nous avons visité, qui va permettre aux citoyens sénégalais de voyager non seulement dans un confort et de permettre en tout cas de recevoir tout ce qui est garanti en termes de sécurité, mais également en termes de fiabilité. Nous avons également visité le centre de supervision, le CCO, qui permet aujourd'hui aux agents de Dakar Dem Dikk de constater en temps réel surtout tout ce qui se passe à travers le réseau de distribution des transports.
Parmi les innovations majeures figure la mise en place d'un centre de supervision basé à Dakar. Ce dispositif stratégique a pour objectif de renforcer la sécurité des usagers, d'optimiser la gestion du trafic et d'assurer un suivi en temps réel des opérations. Il n'est plus permis dans notre pays, en tout cas à travers le réseau de distribution de transport, qu'un citoyen, d'où qu'il se trouve dans le pays, s'il y a un bus Dakar Dem Dikk, en tout cas doit le transporter ou doit venir dans sa localité, de pouvoir voir qu'il y a des caméras embarquées qui permettent de garantir sa sécurité, de pouvoir voir si on affiche que le bus doit arriver dans la localité à midi, c'est midi, pas midi 5, de pouvoir également constater qu'il y a d'autres secteurs derrière qui supervisent en temps réel pendant toute la durée du trajet, de pouvoir constater que, en tout cas, il y a un centre de supervision derrière basé à Dakar qui permet de compter à travers la supervision non seulement des usagers, mais également des chauffeurs qui les transportent. Selon le ministre Alioune Sall, ces avancées ne doivent pas se limiter au seul secteur des transports. Il a souligné la nécessité d'élargir cette dynamique à d'autres domaines. Ce qui doit servir d'exemple à travers les avancées que nous avons constatées ici, à travers le ministère des Transports et au sein de Dakar Dem Dikk, doit servir d'exemple comme le secteur de l'eau, la santé, l'agriculture, l'élevage. Par ailleurs, le lancement de la plateforme e-Sénégal s'inscrit pleinement dans cette vision. Cette initiative vise à simplifier l'accès aux services administratifs, à réduire les délais de traitement et à placer le citoyen au cœur de l'action publique. Le transport routier est à l'arrêt depuis ce lundi 30 mars. Une grève de 112 heures a été décrétée par les syndicats des transporteurs routiers du Sénégal. C'est pour dénoncer les failles du système routier. Et pour les 2 premiers jours, une satisfaction a été notée. Selon le porte-parole de la Fédération des syndicats des transporteurs routiers du Sénégal, il se dit même prêt à continuer leur mot de grève. Nous y reviendrons certainement dans un compte rendu de Khalifa Babacar Fall, direction Thiès, ou bien nous sommes déjà à Thiès, où la gare routière Mayoro Fall tourne au ralenti. Comme dans plusieurs régions du pays, les transporteurs ont massivement suivi le mot d'ordre de grève de 112 heures lancé par les syndicats. Entre véhicules immobilisés et usagers contraints de se débrouiller autrement, cette mobilisation met en lumière les profondes tensions qui secouent le secteur du transport routier au Sénégal. C'est un reportage de Baïnongo Fall ici à Thiès. À la gare routière Mayoro Fall de Thiès, le décor est inhabituel. Aucun vacarme de moteur ni agitation de voyageurs. Les véhicules sont à l'arrêt, alignés, moteurs éteints. Les transporteurs ont massivement suivi le mot d'ordre de grève décrété pour 72 heures par les syndicats du secteur. Une mobilisation qui paralyse le transport routier à l'échelle nationale. Sur place, le calme est frappant, mais derrière ce silence, la frustration des usagers est bien réelle. Faute de bus et de cars, certains n'ont d'autre choix que de se rabattre sur les motos Jakarta, souvent chargés de bagages, pour tenter de rejoindre leur destination. Les syndicats, eux, restent fermes. Ils estiment que leurs revendications sont légitimes et reflètent les difficultés profondes que traverse le secteur. Nous compatissons aux souffrances vécues par les populations durant ces derniers jours. Dans toutes les gares routières de Dakar, il n'y a aucun véhicule en circulation. C'est certes difficile pour les populations, mais nous, les chauffeurs, avons des revendications. Les charges de l'État sont devenues insoutenables pour nous. Nous l'avons décrié, dénoncé et exprimé avec douleur. Aujourd'hui, nous sommes à bout et celui qui est acculé finit toujours par réagir. Dans la même dynamique, les responsables syndicaux haussent le ton. Ils critiquent vivement l'attitude du ministre des Transports terrestres qu'ils accusent d'ignorer les préoccupations des professionnels du secteur. Le ministre nous l'a dit ouvertement. Il a affirmé qu'il ne reculera pas d'un iota. On a même diabolisé notre responsable moral et il nous a été rapporté que le ministre reste catégorique. Donc, nous qui souffrons et faisons face à cette situation, nous ne pouvons que résister dignement. Nous ne voulons pas brûler des pneus ni bloquer la circulation. La situation pour nous est de garer nos véhicules, acquis au prix de lourds sacrifices et de prêts, souvent bancaires. En conclusion, les syndicats lancent un appel aux plus hautes autorités. Ils interpellent à cet effet directement le président de la République et le Premier ministre attendu à Thiès dans le cadre de la célébration du 4 avril. Le président Diomaye Faye doit venir à Thiès. Il est notre président et nous sommes sous son autorité. Il doit régler cette affaire, régler le problème des chauffeurs, convoquer nos responsables à des discussions. Nous voulons tous la paix. En attendant une issue, la gare routière de Mayoro Fall reste figée, symbole d'un secteur en crise et d'un bras de fer qui se poursuit entre transporteurs et autorités.
Fête du 4 avril ici à Thiès, après le premier anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal en 1979 à Thiès, est celle de 2004 qui n'a pas réussi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, décide en 2026 que ce soit la capitale du rail qui accueille le 66e anniversaire du 4 avril. Une décision bien saluée par les Thiessois qui voient leur ville se transformer en couleurs lumineuses qui comptent le décor. C'est un reportage d'Ibrahim Khalil Djemé. L'histoire révèle que la fête de l'indépendance a été célébrée pour une première fois à Thiès en 1979. La deuxième, qui devait se tenir en 2004, n'a pas été réussie. Quelques années plus tard, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye honore la capitale du rail qui accueille le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une joie immense anime les populations de la cité du rail. L'action que le président a choisi Thiès pour par exemple la décentralisation de la fête de l'indépendance, on voit que c'est une très bonne chose. Parce que ça permet par exemple à chaque région de s'en profiter pour vraiment changer le visage de la région. Je commencerai par remercier le président de la République. Diomaye nous a tendu la perche. Je pense que Thiès mérite amplement d'accueillir la fête de la nation. À quelques jours de la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le décor de Thiès attire. Nous sommes fiers parce que ça nous a permis vraiment de voir un autre visage de Thiès. Ouais, sur côté yep, quoi, côté. Les préparatifs se poursuivent. Tout le monde est impliqué. La jeunesse, les vieux, tout le monde est impliqué. Une fête, au-delà de son caractère institutionnel, participe à booster l'économie de la région. Et puis ça permet par exemple, comme je vous l'ai dit en Wolof, ça permet aux autres régions de se développer en matière économique. Depuis 1973, Mamina Bar, ancien soldat de l'armée sénégalaise, est à Thiès. Le patriarche se réjouit. Si on a un problème politique, on a un problème. Nous avons un passé. Vous passez qu'il y a un affaire. À quelques jours de la célébration du 4 avril, Thiès se transforme en ville lumière aux couleurs du Sénégal. En attendant l'arrivée de son hôte de marque, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Considérée comme la deuxième ville économique du Sénégal, Thiès n'avance pourtant pas sur le plan économique malgré son potentiel culturel. Les habitants demandent à l'État la création d'entreprises pour booster l'économie et créer des emplois pour les jeunes. Pape Galosso, responsable politique à Thiès, que je vous propose d'écouter. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. En premier lieu, nous sommes très contents de la décision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'avoir choisi Thiès comme ville pour approprier cette fête d'indépendance. On doit bénéficier beaucoup de privilèges et beaucoup de situations. Parce que la ville de Thiès est devenue une grande ville, une hub qui permet d'accueillir tous les événements potentiels du Sénégal. La ville est en mouvement, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a des chantiers, mais la situation économique reste toujours à pas de ralenti, à pas de caméléon. Thiès reste toujours une ville sur la situation économique est très naze. Donc, tu vois, tous les Thiessois se sont basés aujourd'hui à Dakar, faute de la situation économique. Il y a seulement quelques personnes qui sont restées là pour relever le défi par rapport à ça. Et par rapport à cette situation, on veut bien proposer au président de la République, par rapport à nos leaders qui sont là, de revoir la situation de Thiès par rapport à la situation économique. Il nous faut une situation économique nouveau qui pourra relancer la ville de Thiès. Par rapport aux infrastructures, il y a de l'espace. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Il y a d'autres choses. Mais le plus important, c'est la situation économique qui permet au minimum Thiès de reblaser d'une autre situation et donner espoir aux jeunes d'en rester ici. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale.
Au Moyen-Orient, nous sommes au 33e jour de la guerre au Moyen-Orient. Des explosions ont été entendues dans le nord, l'est et le centre de Téhéran. Selon la télévision d'État, des réservoirs de carburant de l'aéroport de Koweït sont en flammes après une frappe de drone. Donald Trump, quant à lui, affirme que les États-Unis quitteront l'Iran très bientôt. Il s'adressera à la nation dans la soirée. Et puis l'armée israélienne a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi avoir frappé un haut commandant du Hezbollah ainsi qu'un terroriste de haut rang dans 2 assauts distincts dans la région de Beyrouth. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré hier soir que l'Iran avait la volonté de mettre fin à la guerre contre Israël et les États-Unis, mais voulait des garanties pour empêcher la répétition de l'agression. Et la campagne n'est pas terminée. Nous allons continuer d'écraser les régimes terroristes. Nous renforcerons les zones de sécurité autour de nous et nous atteindrons nos objectifs, a affirmé de son côté Benjamin Netanyahu en faisant référence au territoire où l'armée israélienne est désormais déployée au-delà de ses frontières, à Gaza, en Syrie et au Liban. Tout se passe très bien, a pour sa part déclaré Donald Trump à NBC News lors d'une interview hier soir, et ça touche à sa fin. C'est la fin de la page internationale. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport le matin sur Solo Média, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, vous êtes encore une fois bien habillé en noir et je suis venu en blanc. Du noir sur du blanc. Bah, tu es mon binôme, ça c'est clair. Alors, victoire contre la Gambie, c'était hier soir. Le Sénégal termine en beauté la fenêtre du mois de mars. Oui, vous l'avez dit, Fatou Abdoundiaye, une trêve sans faute, 2 matchs, 2 victoires, peut-on dire. Le Sénégal poursuit ainsi donc sa série d'invincibilité, 10 matchs sans défaite. Les Lions ont maîtrisé hier donc les Scorpions au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Archi comble, il faut le dire, puisque le stade a été donc plein hier. On en parlait déjà. Score final 3-1 en conférence de presse d'après-match. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, est revenu sur la rencontre riche en enseignements. Il a notamment souligné par cette même occasion que ce match nul, ce match gagné, lui a permis donc d'expérimenter plusieurs systèmes. Pape Thiaw a confirmé avoir utilisé donc plusieurs systèmes, notamment donc lors de ce match qui a opposé le Sénégal face à la Gambie. Une approche qu'il juge essentielle dans cette phase de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, que je vous propose d'écouter après justement le match lors de la conférence de presse. Parce que y a eu des bonnes choses qui ont marché. C'est sur ce match, c'est pour ça que les matchs amicaux, moi je dirais plus des matchs de préparation, servent à ça. Donc on a essayé, quand on regarde bien sur ce match, on a essayé 3 systèmes, dont un 4-4-2 qu'on a joué à la fin avec Bamba en dessous de Habib. Et après, au début, on a essayé du 3-4-3. Il y a eu des choses qui ont été bien, mais il y a eu aussi des moins bonnes. Donc je pense que quand je vais bien regarder le match, je vais les bien noter, il faut les corriger. Comme je dis, maintenant on va à une Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde, il faut aussi être armé sur tous les plans parce qu'on ne sait jamais au cours du match, les contextes du match, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place. Et si les joueurs ils comprennent, après ça devient plus facile derrière. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, qu'on venait à l'instant d'écouter, il s'est prononcé juste après le match, lors de la conférence de presse d'après-match. Il s'est, par cette même occasion, exprimé sur justement donc la sortie du joueur Nobel Mendy, vous le savez donc, qui est sorti juste avant la fin de la première mi-temps, après justement donc une gêne musculaire. Pape Thiaw est revenu sur cette blessure, affirmant que c'est lui qui a pris la décision de sortir Nobel Mendy pour ne pas qu'il puisse donc être blessé. Pape Thiaw, je vous propose de l'écouter. Nobel, j'ai maintenant l'initiative Guénéco parce que quand il a pris le coup, j'ai vu qu'il boitait un tout petit peu et une fois qu'il était par terre. Et moi, j'aime pas faire jouer un joueur sur une blessure parce que quand même quand j'ai été joueur, et j'ai vu qu'est-ce que ça m'a coûté. Donc j'ai préféré le sortir pour qu'il ne se fait pas plus mal. Donc voilà, il n'y avait pas de risque à prendre. Je pense que le plus important, c'est la carrière des joueurs. Et ça fait plaisir qu'il soit là. Donc il a montré des bonnes choses. Donc espérons que ce n'est pas une blessure grave parce que quand même là, ça va, il va bien. Donc espérons qu'il va reprendre ce week-end.
Parlons à présent de la Coupe du Monde 2026. Fini les barrages. La République démocratique du Congo, RDC, a finalement décroché son ticket. Exactement. La RDC participera à la Coupe du Monde 2026. Une qualification à l'arraché contre un adversaire coriace. L'équipe donc jamaïcaine, hier tard dans la nuit, la République démocratique du Congo, comme vous l'avez dit, a en effet décroché un billet pour la Coupe du Monde 2026. Il faut en effet dire que les Léopards ont créé un énorme exploit lors justement donc de ce match face à l'équipe jamaïcaine. Pour la première fois, Fatou Ndiaye, depuis 52 ans, grâce à une victoire 1-0 en prolongation en finale des barrages intercontinentaux hier à Guadalajara face au Jamaïque. Les hommes de Sébastien Delabre ou Desabre seront donc au rendez-vous de la Coupe du Monde 2026 et intègrent officiellement le groupe K, groupe que la République démocratique du Congo partage, Fatou Abdou, avec le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Donc l'Afrique sera très bien représentée lors de cette Coupe du Monde. Effectivement, vous l'avez dit, l'Afrique aura donc 10 représentants lors de cette Coupe du Monde 2026. Ils étaient 9 pays qualifiés. Aujourd'hui, les Léopards ont rejoint le groupe restreint, portant donc à 10 les représentants africains pour ce premier mondial à 48 équipes. Les pays qualifiés, Fatou Abdou Ndiaye, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la République démocratique du Congo qui a décroché son ticket hier, ainsi que donc le Sénégal, la Tunisie et sans oublier l'Afrique du Sud. Voici donc les 10 nations qui vont représenter le football africain donc au niveau des États-Unis d'Amérique, du Mexique et du Canada pour cette Coupe du Monde 2026. Autre info toujours pour cette Coupe du Monde 2026, la liste des 48 équipes Fatou Abdou Ndiaye est finalement officiellement donc complète. La Suède par exemple a décroché sa qualification pour le mondial en battant hier la Pologne de Lewandowski éliminé, Robert, donc qui a en tout cas été en larmes hier puisqu'il ratera encore une fois donc cette Coupe du Monde. La Turquie qui a battu le Kosovo est revenue en Coupe du Monde après 24 ans d'absence et parallèlement